Bienvenue dans cette nouvelle édition de formation sur Fili Radar. L'ancien proche de Laurent Gbagbo, Awadon Melo, s'invite dans la course présidentielle en Côte d'Ivoire, en marge de son parti d'origine, le PPACI, à qui il a désavoué dès l'annonce de sa candidature. Alors que le Conseil constitutionnel a validé 5 candidatures pour le scrutin du 25 octobre, celle de Don Melo suscite à la fois tensions internes et interrogations sur une possible recomposition des forces d'opposition. Officiellement exclu de la direction du PPACI, l'ancien patron de Bennett se positionne désormais en candidat indépendant, appelant les figures écartées de l'élection, dont Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan ou encore Tidjane Thiam, à un front commun contre un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Face au risque d'une absence totale de l'opposition dans la compétition électorale, ma candidature est un choix de responsabilité, explique-t-il. Âgé de 67 ans, Awadon Melo n'est pas un inconnu dans les cercles politiques ivoiriens. Technocrate, discret mais influent sous la présidence Gbagbo, il a dirigé le Bennett pendant plus d'une décennie, puis brièvement occupé un portefeuille ministériel lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Après la chute du régime Gbagbo, il s'exile d'abord en Guinée, devenant conseiller du président Alpha Condé, avant d'être bloqué en Russie au moment du coup d'État de septembre 2021 à Conakry. Ce contretemps deviendra une opportunité. Il y est recruté comme conseiller économique auprès du patronat russe et occupe aujourd'hui un poste de vice-président au sein de l'Alliance internationale des BRICS. De retour en Côte d'Ivoire, depuis peu, il avait rallié le PPACI avant sa rupture avec la direction du parti. La fracture avec son camp d'origine a été consommée dès la publication d'une note adressée à Laurent Gbagbo dans laquelle Don Melo proposait l'option de candidat de rechange au cas où l'ancien président resterait inéligible en raison de sa condamnation dans l'affaire du casse de la BCEAO. Le PPACI, refusant toute stratégie alternative, l'a évincé de ses fonctions de vice-président. Laurent Gbagbo, quant à lui, a affirmé publiquement qu'il n'apportera son soutien à aucun autre candidat. Malgré son isolement politique, Awadon Melo mise sur un discours résolument souverainiste et panafricaniste. Il plaide pour une monnaie africaine, une défense régionale intégrée et une rupture avec les dépendances économiques occidentales. Pour de nombreux observateurs, la réussite de la candidature de Don Melo dépendra du ralliement d'autres forces d'opposition. Selon le politologue Sévérin Yao Kwame, l'ex-ministre souffre d'un manque de base militaire et d'ancrage territorial. Sans le soutien explicite de grandes formations comme le PPACI ou le PDCI, sa candidature aura du mal à passer. Pour tenter d'élargir son audience, Awadon Melo a récemment lancé un appel à l'unité aux figures écartées de l'élection. Il évoque même une proximité intellectuelle et professionnelle avec Tidjane Thiam, leader du PDCI, et se dit prête à incarner une alternative crédible si les poids lourds de l'opposition ne parviennent pas à réintégrer la course. Deuxième actu. Pour la première fois depuis sa libération en mai dernier, Noureddine Bongo Valentin, fils de l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, s'exprime publiquement dans un long entretien accordé à l'hebdomadaire britannique The Standard. De retour auprès de sa famille à Londres, il revient sur ses 20 mois de détention à la suite du coup d'État d'août 2023 et accuse les autorités militaires de torture systématique. Apparaissant affaibli mais lucide, Noureddine Bongo décrit un quotidien carcéral marqué selon lui par des violences physiques et psychologiques extrêmes, passage à tabac, privation de sommeil, électrocution, simulacre de noyade, isolement en cellules obscures et même ingestion forcée d'alcool. Il affirme également que sa mère aurait été agressée sous ses yeux, tandis que ses geôliers s'acharnaient à lui soutirer des informations sur les avoirs familiaux. Toutes les méthodes vues dans les films, je les ai subies, déclare-t-il. Ces témoignages sont désormais intégrés dans une plainte déposée en France en mai 2024 pour séquestration, torture, détention arbitraire et actes de barbarie. L'existence de vidéos capturées à l'aide de lunettes espionnes est également mentionnée par The Standard, dans lesquelles l'un des surveillants aurait cyniquement comparé les tortures infligées à une séance de yoga.
Malgré les poursuites pour corruption et détournement de fonds toujours en cours au Gabon, Noureddine Bongo rejette toute responsabilité dans la dégradation socio-économique du pays. Il se présente comme un bouc émissaire propulsé malgré lui dans la sphère politique après le grave AVC de son père en 2018. Je n'ai jamais eu d'ambition politique. C'est mon père qui m'a demandé de rentrer à Libreville, confie-t-il, affirmant s'être senti plus britannique que gabonais, lui qui a grandi à Londres et étudié à Eton. Troisième info. À New York, lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Mali a réaffirmé sa souveraineté, son engagement contre le terrorisme et son rôle de pilier de la stabilité au Sahel. Défense des intérêts du Mali et de la Confédération des États du Sahel, condamnation du soutien de certains États au terrorisme, promotion de la paix, de la sécurité et du développement africain, appel à un multilatéralisme juste et réformé. Le Premier ministre a également dénoncé les attaques contre les forces maliennes et les ingérences étrangères, tout en affirmant la détermination du Mali à protéger son peuple et sa souveraineté. Quatrième et dernière actu. Une vive tension règne dans la capitale malgache où des milliers d'habitants sont descendus dans la rue pour dénoncer les coupures récurrentes d'eau et d'électricité. La journée initialement marquée par des rassemblements pacifiques a rapidement dégénéré après une forte répression des forces de l'ordre, aboutissant à plusieurs morts, des blessés, des pillages et l'instauration d'un couvre-feu nocturne. Des sources hospitalières évoquent au moins 5 décès liés à l'usage d'armes à feu, confirmant que les victimes portaient des blessures compatibles avec des tirs de fusil d'assaut. De nombreux blessés sont également signalés. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification car cela nous motive énormément. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.fileradar.com.